Ma fiancée ne voulait pas que je rencontre ses parents. Elle disait qu'ils ne seraient pas au mariage. Alors, secrètement, je suis allé les voir, et j'ai été horrifié par ce que j'ai découvert. Il existe une version de cette histoire où je ne découvre jamais la vérité. Une version où je remonte l'allée, je prononce mes vœux. Je prends les photographies et je passe les 30 prochaines années à croire que la femme que j'ai épousée venait simplement d'une famille trop brisée pour se présenter à son mariage. Cette version de l'histoire m'était accessible. J'en ai choisi une autre. Ce que j'ai trouvé en ce samedi matin de mai. Garé devant une maison coloniale en briques à Marietta, Georgia. Observant à travers mon pare-brise pendant que le père de ma fiancée se tenait sur son perron et riait avec ses voisins comme un homme qui n'avait absolument rien à cacher. Cette image a brisé quelque chose en moi que je suis encore en train de reconstruire. Mais je devance mon récit. Indiquez votre ville dans les commentaires ci-dessous. Et restez avec moi car cette histoire va nécessiter chacune de ces 3 parties pour être racontée. N'est-ce pas? Mon nom est Hilar Père. En mars de 2025, j'avais 35 ans. J'étais un avocat spécialisé dans les droits civils et le droit du travail avec mon propre cabinet. Sur Peachtree Street, NW. Et à partir du 8e jour de ce mois, j'étais nouvellement fiancé à une femme nommée Christina Himmor. Je veux vous parler de Christina telle que je la connaissais réellement avant tout cela. Car rien de tout ceci n'a de sens sans comprendre comment elle était quand tout allait bien. Elle avait 33 ans. Elle était directrice du marketing dans une entreprise d'hôtellerie de taille moyenne à Buckhead. Elle possédait cette sorte de maîtrise de soi qui vous faisait vous sentir plus stable par sa simple présence. Elle riait avec tout son corps. Elle se souvenait des noms des enfants de vos collègues. Elle gardait une liste sur son téléphone des restaurants qu'elle voulait essayer et les barrer avec une petite célébration chaque fois que nous réussissions à nous rendre dans l'un d'eux. J'avais fréquenté des femmes qui rendaient ma vie plus étroite. Christina était la première qui me donnait l'impression qu'elle avait plus d'espace que ce que j'avais utilisé jusqu'alors. Nous nous sommes rencontrés lors d'une collecte de fonds pour une organisation à but non lucratif. D'aide juridique dans le Hall Fort Ward. Un quartier d'Atlanta où l'histoire des droits civils n'est pas abstraite. Elle est inscrite dans les briques et dans les noms des rues. Elle était là pour représenter le programme de dons de charité de son entreprise. J'étais là parce que j'avais aidé l'organisation pour une affaire de discrimination l'année précédente, pro bono, et il m'avait invité en tant qu'invité de marque. Nous avons tous les deux tendu la main vers le même verre d'eau pétillante au même moment. Et elle m'a regardé en disant sans hésiter. J'espère que vous n'allez pas me dire que c'était le vôtre. 2 ans plus tard, je l'ai demandé en mariage dans le même quartier sur Auburn Avenue. Devant la maison natale du Dr Martin Luther King Jr. Parce que je suis un homme qui croit que les endroits où les choses commencent ont de l'importance. Le mot oui est sorti de sa bouche avant même que je ne termine ma phrase. Je veux être précis sur le moment où les choses ont commencé à mal tourner car je suis avocat et la précision est le seul outil en lequel j'ai confiance lorsque j'essaie de reconstruire quelque chose que j'aurais dû remarquer plus tôt. C'était le week-end après les fiançailles, le samedi 22 mars. Nous dînions chez mon associé James Freeman à Decatur. Juste une petite célébration avec des proches. Christina était chaleureuse, drôle et exactement elle-même toute la soirée. Mais quand la femme de James, Hélène, a posé des questions sur sa famille. Si ses parents étaient enthousiastes, si elle avait des frères et sœurs. Christina a souri et a dit « Oh. Nous ne sommes pas vraiment une famille proche. Tout va bien. » Il le sait. J'ai acquiescé parce que je savais effectivement quelque chose. Je savais que Christina avait décrit ses parents comme compliqués, qu'elle les appelait rarement. Qu'elle m'avait dit tôt dans notre relation que son éducation n'avait pas été chaleureuse. J'avais respecté cela sans insister. Ce que je comprendrai plus tard, c'est que ce fut ma première erreur. Non pas la confiance, qui était juste, mais le fait de ne pas poser de questions. Ce qui ne l'était pas. Au cours des semaines suivantes, alors que nous commencions l'architecture précoce d'un mariage. Le lieu, la liste des invités, une date que nous avions fixée au 9 août. La position de Christina sur sa famille est devenue plus définie et plus rigide.
J'aimerais vraiment inviter tes parents, lui ai-je dit un soir de la fin mars. Assis à notre table de cuisine dans notre appartement de Midtown avec un projet de liste d'invités. Entre nous. Je ne les ai jamais rencontrés. Nous nous marions dans 4 mois. Ils ne pourront pas venir, ils. Sa voix était calme. Prudente. Mon père a de mauvais genoux. Voyager est difficile pour eux. Marietta est à 25 minutes. Christina. Une pause. Juste une fraction de seconde trop longue. Tu sais ce que je veux dire. Les grands événements sont accablants pour lui. Ce n'est pas un reflet de ce qu'ils ressentent pour nous. J'ai laissé tomber ce soir-là. Je n'en suis pas fier, mais j'ai compris, ou j'ai cru comprendre, ce que cela faisait de protéger une blessure que l'on n'était pas prêt à nommer à voix haute. Mon propre père avait quitté notre famille dans le sud-ouest d'Atlanta quand j'avais 9 ans. Et pendant des années, j'avais répondu aux questions à son sujet avec la même économie de mots que Christina utilisait. Maintenant, on apprend à ne pas gratter les cicatrices des autres. Mais quelque chose s'était accroché à mon esprit et ne me lâchait pas. Marietta, elle avait dit Marietta sans hésitation, sans réfléchir. Ce qui signifiait que c'était juste là, dans sa bouche. L'endroit d'où elle venait, disponible par réflexe, non étudié. Les mauvais genoux à 25 minutes de distance un samedi. Je suis avocat. Je remarque quand l'explication ne correspond pas aux faits. Au cours des semaines suivantes, j'ai surveillé les schémas. De la même manière que l'on observe un témoin lors d'une déposition, pas de façon évidente. Sans aucun changement visible dans mon attention, juste en cataloguant discrètement. J'ai remarqué que Christina n'appelait jamais ses parents devant moi. Pas une seule fois. J'ai remarqué que l'écran de son téléphone s'inclinait légèrement à l'opposé de moi lorsqu'il vibrait les week-ends. J'ai remarqué que lorsque ma mère Dorothy appelait de Cascade Heights pour parler du mariage, elle avait déjà commencé à chercher des fleuristes. Ce qui est exactement le genre de choses que ma mère fait. Le sourire de Christina pendant ses appels avait une qualité fragile que je ne pouvais pas nommer. Avant plus tard. Ce que j'ai pu nommer plus tard, c'est que ce sourire ressemblait à du soulagement. Comme quelqu'un qui était reconnaissant pour une version de la famille qui fonctionnait comme elle le devait. J'avais exactement une seule information concrète. Je connaissais les noms de ses parents grâce à un document fiscal qu'elle avait laissé sur le comptoir l'année précédente. Un chèque de remboursement pour je ne sais quoi qui était arrivé à notre adresse après qu'elle avait changé son adresse postale. Gérald et Anna Imor et une adresse à Marietta. Je veux être prudent ici car je ne veux pas me présenter comme quelqu'un qui agissait par simple suspicion. Ce qui me motivait était l'inquiétude. Il y a une différence et je pense que cela compte. Je ne pensais pas que Christina était dangereuse. Je ne pensais pas qu'elle était malveillante. Je pensais qu'elle souffrait de quelque chose qu'elle ne pouvait pas me dire. Et je pensais que cette douleur était assez grande pour commencer à façonner l'architecture de notre vie commune. La liste des invités, le mariage, l'histoire qu'elle racontait sur elle-même. Et j'avais besoin de comprendre cela avant de me tenir devant tous ceux que j'aimais et de promettre de partager le reste de ma vie avec elle. Le matin du samedi 10 mai. Alors que Christina était à un brunch d'enterrement de vie de jeune fille pour une collègue à Buckhead, j'ai roulé vers le nord sur l'autoroute I.75. 27 minutes. C'est le temps qu'il m'a fallu pour me rendre de notre appartement de Midtown Atlanta à une rue de Marietta, Georgia, où une maison coloniale en briques se trouvait derrière une pelouse proprement tondue avec un panier de basket dans l'allée et 2 voitures garées devant. Je ne suis pas sorti de la voiture. Je veux être clair à ce sujet. Je suis avocat. Je connais la différence entre recueillir des informations et faire une scène. Et ce matin-là, je ne faisais que la première chose. Je me suis garé de l'autre côté de la rue avec mon café et j'ai observé la maison de la même manière que j'avais observé 100 tribunaux dans ma carrière. Patiemment, sans attente, attendant que la vérité se montre selon son propre calendrier. Il a fallu 11 minutes. La porte d'entrée s'est ouverte. Un homme est sorti.
La soixantaine débutante, carrure solide, une casquette des braves, une tasse de café à la main. Il s'est dirigé vers le bord du perron. S'est appuyé contre la rampe et a fait un signe de la main à un voisin de l'autre côté de la rue qui tirait une poubelle vers le trottoir. Ils ont échangé quelque chose, une plaisanterie peut-être, à en juger par le rire. Et le voisin a répondu par un signe de la main. Et l'homme sur le perron s'est tenu là sous le soleil matinal avec son café et sa casquette avec l'aisance absolue d'un homme qui n'avait nulle part ailleurs où être et qui était parfaitement satisfait de ce fait. Gérald Imor, 61 ans, mauvais genou, à 25 minutes de notre appartement. Je suis resté dans cette voiture pendant un long moment après qu'il soit rentré à l'intérieur. Je veux que vous compreniez que ce que j'ai ressenti n'était pas de la colère. Pas encore. Ce que j'ai ressenti était la sensation froide et nette d'une question que vous aviez soigneusement évité de poser, exigeant enfin une réponse. Je n'ai rien dit à Christina ce week-end-là. Je sais que cela peut être difficile à comprendre. Mais j'avais besoin de réfléchir et j'avais besoin de plus d'informations. Et j'ai appris au cours de 15 ans de pratique du droit que la chose la plus dangereuse que l'on puisse faire dans une situation difficile est d'agir avant de savoir à quoi l'on a réellement affaire. J'ai passé cette semaine à me poser discrètement la question la plus difficile. Que cachait-elle et à qui? Car voici ce qui ne correspondait à aucune histoire que je voulais croire. Si les parents de Christina étaient le problème, s'ils étaient abusifs, dangereux. Le genre de personne dont elle s'était éloignée pour construire sa vie et dont elle devait garder ses distances, elle me l'aurait dit. Elle m'avait parlé d'autre chose difficile. D'une amitié qui s'était mal terminée au milieu de ses 20 ans. D'un emploi qu'elle avait perdu et dont elle avait fait le deuil. Elle n'était pas une femme qui hésitait à me dire quand quelque chose l'avait blessée. Alors pourquoi cela? Pourquoi ce mur autour d'une adresse particulière à 25 minutes de l'autoroute? La réponse qui ne cessait de faire surface. Celle que j'ai retournée et reposée 4 fois cette semaine-là avant d'accepter de la regarder directement, était celle-ci. Peut-être que ce n'était pas de ses parents qu'elle me cachait. Peut-être que c'était moi qu'elle leur cachait. Le samedi suivant, le 17 mai. J'ai dit à Christina que j'allais au bureau pour préparer une déposition pour le lundi. Je l'ai embrassée pour lui dire au revoir à 8h15 du matin. Je suis monté dans ma voiture et j'ai roulé vers le nord sur l'autoroute I.75 pour la 2e fois. En une semaine. Cette fois, j'ai frappé à la porte. J'avais réfléchi à ce moment avec soin. Je suis doué pour préparer les moments importants. En 15 ans de droit. Je suis entré dans des pièces où je n'étais pas désiré et j'ai tenu bon sans élever la voix. Et je me suis appuyé sur chaque gramme de cette formation alors que je me tenais sur le perron de Gérald et Anna par un samedi matin de mai et que j'attendais. La femme qui a ouvert la porte était à la fin de la cinquantaine, élégante et au regard vif. Portant un gilet et l'expression de quelqu'un qui ne reconnaissait pas l'homme sur son perron et qui décidait de ce qu'elle devait en penser. Madame Imor. J'ai gardé ma voix posée, ma voix d'avocat. Celle qui dit. Je ne suis pas une menace et je ne vais nulle part. Mon nom est Hilar Père. Je suis fiancé à votre fille Christina. Je pense qu'il est grand temps que nous nous rencontrions. Le silence qui a suivi a été l'un des silences les plus intéressants dont j'ai jamais été témoin. Et j'ai contre-interrogé des gens sous serment. Ce n'était pas exactement de la surprise, ou plutôt c'en était. Mais sous la surprise se cachait autre chose. Quelque chose qui ressemblait avec une précision glaçante à de la reconnaissance. Elle savait qui j'étais. Elle s'est arrêtée, a regardé derrière moi vers l'allée, vers ma voiture, puis est revenue vers moi. Christina n'a pas dit que vous veniez. Christina ne sait pas que je suis ici. Un autre silence. Puis, derrière elle, la voix de Gérald Imor venant de quelque part à l'intérieur de la maison. Anna, qui est-ce? Elle a tourné la tête et, dans la demi-seconde avant de lui répondre. J'ai vu quelque chose passer sur son visage. C'était rapide, mais je remarque les choses. C'est ce que je fais. C'était de la honte. Quelqu'un est ici pour nous voir, a-t-elle crié en retour, sa voix étant soigneusement neutre. Puis elle s'est écartée et m'a laissé entrer.
Je veux vous décrire cette maison car les détails comptent. Elle était propre, bien meublée. Le genre de maison qui avait été habitée avec soin pendant 20 ou 30 ans. Des photos de famille sur le mur du couloir. Une table de salle à manger dont on pouvait dire qu'elle servait pour de vrais dîners de dimanche. Des étagères avec un vrai mélange de titres, pas des dos de livres décoratifs. Ce n'était pas une maison chaotique. Ce n'était pas une maison de dysfonctionnement ou de désordre. C'était une maison appartenant à des gens qui s'en étaient bien sortis. Qui avaient construit une vie solide. Qui n'avaient aucune raison évidente que je puisse voir dans les 60 premières secondes d'être tenus. À l'écart des fiançailles de leur fille. Gérald est sorti de la cuisine, et à son crédit, il n'a pas bronché en me voyant. C'était un homme robuste. Le genre de personne qui avait probablement été athlétique dans la quarantaine et qui en conservait. Encore la carrure. Il m'a regardé comme les hommes expérimentés regardent les choses qu'ils n'ont pas prévues. Franchement, sans panique, en train de recalibrer. Monsieur Imor, j'ai tendu la main. Je suis Larpère. Je vais épouser votre fille. Et j'aimerais comprendre pourquoi elle ne vous l'a pas dit. Il m'a serré la main. Il n'avait pas vraiment le choix, et il le savait. Et je pense qu'il a respecté la franchise. Même s'il n'accueillait pas favorablement ce qu'elle signifiait. Il a désigné le salon. Nous nous sommes assis et ce qui a suivi a été 45 minutes que je passerai longtemps à retourner dans mon esprit. C'est sorti par morceaux comme ces choses sortent toujours. Non pas comme une confession. Aucun d'eux ne me devait de confession à proprement parler, mais comme un dénouement. Plus je posais des questions calmement et sans agressivité. Plus la forme de l'histoire devenait claire. Gérald et Anna Imor étaient au courant pour moi. Ils le savaient depuis des mois. Christina leur avait parlé de l'homme qu'elle fréquentait. Mais elle ne leur avait pas montré de photographie, ne leur avait pas dit mon nom complet. N'avait rien dit, il est devenu clair, qui les aurait préparés à moi en particulier. Et quand elle m'avait finalement décrit avec assez de détails. À un moment donné au cours de l'automne précédent avant les fiançailles. La conversation n'avait pas bien tourné. Nous n'avons pas dit qu'elle ne pouvait pas vous voir, a dit Anna. Et sa voix avait la qualité prudente et chargée de quelqu'un qui avait répété cette distinction de nombreuses fois. Nous avons dit que nous avions des inquiétudes. Quel genre d'inquiétude, Madame Imor? Une pause. Gérald a regardé le tapis. La voix de Gérald était plate, délibérée. L'éducation, si vous deveniez d'endroits compatibles. J'ai 35 ans. J'ai un diplôme en droit de l'université Emory. J'ai plaidé devant des juges fédéraux. J'ai passé 15 ans à travailler pour protéger les gens de la catégorie exacte de préjudice qui m'était actuellement décrite dans le salon de quelqu'un. Utilisant le mot compatible comme s'il s'agissait d'un terme neutre et objectif. Compatible. J'ai gardé ma voix calme. Ce qui signifie quoi exactement? Aucun d'eux n'a répondu. Et leur silence était bien sûr sa propre réponse, la plus complète. Je veux être honnête avec vous sur ce que ce moment a fait ressentir. Car je pense que la version honnête compte plus que la version composée. C'était comme avoir 14 ans à nouveau, se tenir dans un couloir d'école dans le sud-ouest d'Atlanta. S'entendre dire par une enseignante qu'elle était surprise par mon éloquence. C'était comme chaque version de ce moment que j'avais porté dans mon corps depuis que j'étais assez vieux pour comprendre ce qui se passait. Cela semblait ancien et épuisant et, sous tout cela, profondément triste. Mais je n'ai rien dit de tout cela. Ce qui est sorti à la place a été ceci. Je veux comprendre quelque chose. Votre fille a 33 ans. Elle est avec moi depuis 2 ans. Nous sommes fiancés. Sait-elle que c'est la raison pour laquelle elle nous a tenus séparés? Ou a-t-elle géré les deux côtés de cette situation toute seule? Gérald a regardé Anna. Anna a regardé ses mains. Elle sait que nous avions des inquiétudes, a dit Anna doucement. Nous ne lui avons jamais dit de cacher quoi que ce soit. Mais vous ne lui avez pas dit non plus que ces inquiétudes étaient injustes. Pas de réponse. Ce qui était à nouveau une réponse. Je les ai remerciés pour leur temps.
Je le pensais réellement car je ne suis pas un homme qui gaspille sa gratitude même quand les circonstances sont difficiles. Et je suis retourné à Atlanta. Christina était à la maison quand je suis arrivé. Elle était sur le canapé avec son ordinateur portable et elle a levé les yeux avec un sourire qui a duré exactement le temps qu'il lui a fallu pour lire mon visage. Sa voix était devenue prudente. Que s'est-il passé? Je me suis assis en face d'elle, pas à côté d'elle. En face, comme on s'assoit quand on a besoin de voir clairement le visage de quelqu'un. Je suis allé à Marietta ce matin. La couleur a quitté son visage d'une manière que je n'oublierai pas. J'ai rencontré tes parents. Tous les deux. Les genoux de Gérald semblaient aller bien. Il m'a raccompagné à la porte lui-même. Elle a fermé son ordinateur. Elle l'a posé sur le coussin à côté d'elle. Elle a joint ses mains sur ses genoux. Et elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue sur son visage auparavant. Quelque chose entre le chagrin et le soulagement. Le regard d'une personne dont le secret l'a enfin retrouvé et qui ne sait pas encore si elle doit en avoir peur ou en être reconnaissante. Depuis combien de temps, ai-je demandé, sans accuser. Ayant juste besoin de savoir. Depuis combien de temps sais-tu que leur problème était spécifiquement avec moi? Ses yeux se sont remplis de larmes. Depuis octobre. Octobre. 7 mois avant le mariage. 4 mois avant les fiançailles. Elle s'était fiancée avec moi en le sachant déjà. Christina, j'ai gardé ma voix basse. Mais j'ai besoin que tu comprennes que calme n'est pas la même chose que serein. Tu as accepté ma bague en sachant que tes parents t'avaient dit qu'ils avaient un problème avec qui je suis. Tu as planifié un mariage avec moi en sachant qu'il ne viendrait pas. Et que tu n'avais aucune intention de me dire pourquoi. Tu allais me laisser me tenir debout devant ma mère, mes collègues, tous ceux que je connais. Et leur dire que ta famille était trop souffrante pour voyager 25 minutes. Et tu n'allais jamais me dire la vérité. Elle pleurait maintenant. J'allais arranger ça. Je travaillais sur eux. Je pensais que si je donnais assez de temps, s'ils voyaient à quel point c'était sérieux, ils changeraient d'avis. Mais tu ne m'as pas dit que tu travaillais sur quoi que ce soit. Tu m'as laissé croire qu'ils n'y avaient rien à arranger parce que j'avais honte d'eux. J'ai honte d'où ils en sont sur ce sujet. Ce n'est pas là où j'en suis. Je le sais. Je le crois. Mais voici ce que j'ai besoin que tu comprennes. Je me suis penché légèrement en avant et j'ai choisi chaque mot comme je choisis mes mots dans une salle d'audience. Pas pour l'impact, mais pour la précision. Tu as pris une décision unilatérale selon laquelle je ne méritais pas de savoir quelque chose qui me concernait directement. Tu as décidé de ce que je pouvais supporter. Tu m'as géré. Christina, de la même manière que l'on gère une situation. Pas de la manière dont on traite un partenaire. Et je ne peux pas construire un mariage sur cette fondation, peu importe à quel point je t'aime. Elle n'avait pas de réponse à cela. Et je n'en attendais pas. Je ne savais pas alors? Assis dans notre appartement de Midtown avec l'après-midi d'Atlanta devenant doré et calme à l'extérieur des fenêtres, s'il restait quelque chose à sauver. Je ne savais pas si l'amour allait suffire pour ce qui allait suivre. Ce que je savais, assis là, c'était que pour la première fois en 2 ans, j'étais enfin dans la même pièce que la vérité. Et cela devait compter pour quelque chose. J'ai quitté l'appartement ce soir-là et je suis allé chez ma mère à Cascade Heights. Dorothy Harper a 62 ans et a élevé un enfant entièrement seule depuis 1999. Elle n'a approximativement aucune patience pour les situations compliquées décrites avec un manque de franchise. Dis-moi ce qui s'est passé. Elle m'a tendu un verre de thé glacé sucré sur son perron arrière pendant que les dernières lueurs des soirées de mai s'installaient sur le quartier. Je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, ce qui pour ma mère est un acte de grand effort. Et quand j'ai fini, elle a été silencieuse un moment. Cette fille t'aime. La voix de ma mère, après une longue pause, était certaine. Je sais qu'elle m'aime. Et elle s'est retrouvée au milieu de quelque chose de laid.
essayant de maintenir les deux côtés ensemble par elle-même, et faisant un mauvais travail. Oui. Et tu es en colère parce qu'elle aurait dû te le dire. Je suis en colère parce qu'elle a pris une décision sur ce que je mérite de savoir sur moi-même. Ma mère a posé son verre et m'a regardé avec l'expression particulière qu'elle porte toute ma vie. Quand elle s'apprête à me dire quelque chose que je ne suis pas tout à fait prêt à entendre. Tu as passé 15 ans dans des salles d'audience à te battre pour des gens qui ont été traités comme inférieurs à cause des préjugés des autres. Tu sais mieux que quiconque ce que ce poids coûte. Elle a fait une pause. Penses-tu que cette fille ne sait pas ce qu'il lui en a coûté d'être dans cette maison avec ses parents? D'entendre ce qu'il disait, en sachant que cela concernait l'homme qu'elle a choisi. Je n'ai pas répondu. La honte fait faire des choses stupides aux gens. Son ton était factuel, pas méchant. Cela ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Cela fait d'eux des gens qui se noient et qui essaient de ne pas t'entraîner avec eux. Elle a repris son verre. Ce n'est pas rien, mais ce n'est pas suffisant non plus à soi seule. Tu as raison sur ce point. Christina m'a appelé 2 fois ce soir-là. J'ai laissé les 2 appels aller vers la messagerie vocale. Je n'en suis pas fier. Mais j'avais besoin d'une nuit sans avoir à gérer les sentiments de quelqu'un d'autre sur la situation, y compris les siens. J'ai écouté les messages le lendemain matin, debout dans la cuisine de ma mère devant un café. Le premier était fait de pleurs et d'excuses et des mots « je suis tellement désolé » répétés sous différentes formes jusqu'à ce que le message s'interrompe. Le second, laissé vers 11 heures du soir, était différent. J'ai appelé mes parents ce soir. Sa voix était plus rauque maintenant, vidée. Je leur ai dit que ce qu'ils ont dit et la façon dont ils se sont comportés à ce sujet n'est pas quelque chose que je vais défendre ou négocier plus longtemps. Je leur ai dit que s'ils ne peuvent pas venir à notre mariage et traiter mon fiancé avec une dignité et un respect de base, ils ne feront plus partie de ma vie. Ni de mon mariage, ni de mes vacances. Ni de rien de tout cela. Une pause. Je pouvais entendre sa respiration. J'aurais dû dire cela en octobre. Je le sais. Je n'ai pas d'excuses. C'est tout ce que je voulais dire. J'ai juste besoin que tu saches que c'est fait. J'ai écouté ce message 3 fois. Puis je suis retourné à Midtown. Je veux être honnête sur ce qui s'est passé au cours des semaines qui ont suivi car je pense que la version honnête est plus utile qu'une version simpliste. Nous ne nous sommes pas remis ensemble immédiatement. Christina et moi avons eu 2 conversations en mai que je décrirais comme les plus difficiles de ma vie, plus difficiles que n'importe quelle salle d'audience. Car les tribunaux ont des règles et le chagrin n'en a pas. Je lui ai dit clairement que le problème n'était pas les opinions de ses parents, sur lesquelles elle n'avait aucun contrôle. Le problème était qu'elle s'était faite la gestionnaire des informations me concernant pendant des mois sans ma connaissance ou mon consentement. Dans une situation où l'information concernait ma dignité fondamentale. C'était la chose que j'avais besoin qu'elle comprenne d'une manière qui ne soit pas juste une excuse. J'avais besoin qu'elle y soit confrontée. Elle l'a fait. C'est la vérité. C'était inconfortable de voir cela. De la même manière qu'un véritable examen de conscience est toujours inconfortable à observer. Mais elle l'a fait. Elle a commencé une thérapie, pas comme un geste pour moi. Mais parce qu'elle a reconnu clairement et sans mon incitation que cette habitude de gérer les choses difficiles en silence plutôt que de les amener dans la pièce était quelque chose qu'elle devait traiter. Elle a arrêté de gérer. Elle a commencé à me dire des choses qui étaient dures. Gérald et Anna Imor n'ont pas changé d'avis immédiatement non plus. Et je vais être précis à ce sujet car je pense que trop de ces histoires laissent les méchants de la famille se dissoudre trop facilement à la fin. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Anna a appelé Christina 2 fois en juin. Le premier appel était une continuation de la dispute. Le second était quelque chose de plus calme. Pas exactement une excuse. Mais une femme à la fin de la cinquantaine confrontée à une version d'elle-même avec laquelle elle n'était pas à l'aise. Gérald n'a presque rien dit, ce que Christina m'a dit être sa façon de traiter l'information.
Et elle le connaissait assez bien pour connaître la différence entre un silence qui se fermait et un silence qui s'ouvrait. Je ne leur ai pas reparlé avant juillet, quand Christina a organisé un dîner dans un restaurant à Buckhead. Terrain neutre, son expression, appropriée. Et nous quatre nous sommes assis ensemble pour la première fois en tant que quelque chose ressemblant à la famille que nous allions tous devoir apprendre à être. Je veux vous parler de ce dîner car il est important et parce qu'il ne s'est pas déroulé de la manière dont j'aurais pu l'écrire si j'avais inventé cette histoire. Gérald Imor semblait plus vieux qu'il ne l'était sur son perron en mai. Il m'a serré la main à table. De la manière dont on serre la main de quelqu'un quand on sait qu'on lui doit quelque chose et qu'on n'a pas encore trouvé comment le dire. Anna a été plus directe. Elle est, comme je l'apprendrai, celle dans ce mariage qui finit par dire les choses. Je veux que vous sachiez, la voix d'Anna était ferme, ses mains à plat sur la table. Que ce que nous avons dit et ce que nous avons sous-entendu était mal. C'était enraciné dans quelque chose avec lequel j'ai été élevé et que j'ai passé cet été à regarder de très près. Et je ne vous demande pas de pardonner cela ce soir. Je veux juste vous le dire en face. Je l'ai regardé pendant un moment. Puis, j'apprécie cela. Madame Imor. Je l'apprécie sincèrement. Je ne porte rien envers vous que je vais laisser s'interposer entre Christina et moi. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelle est la personne qui m'a choisi. Et j'ai besoin que cela soit pleinement respecté, pas géré. Compris. Anna a soutenu mon regard. Son menton s'est levé légèrement quand elle a prononcé ce mot. Gérald a hoché la tête une fois. Il ne faisait pas confiance à sa voix, je pense. Nous avons dîné. Ce n'était pas chaleureux, pas ce soir-là. Mais c'était honnête d'une manière que les repas entre nouveaux membres d'une famille le sont. Rarement. Et l'honnêteté est la fondation sur laquelle je sais comment construire. Ma mère, Dorothy, nous a rejoints pour le dessert. Christina l'avait organisé discrètement sans me le dire, et quand je l'ai vue entrer, j'ai compris que Christina apprenait activement à quoi cela ressemblait d'amener les gens dans la pièce au lieu de les gérer de l'extérieur. Dorothy Harper a serré la main d'Anna Imor. S'est assise à table et a dit avec la gaieté particulière qu'elle déploie lorsqu'elle veut marquer un point sans faire de scène. Mon fils me dit que vous avez tous eu un printemps assez mouvementé. J'espère que l'été a été plus clément. Et Anna Imor a regardé ma mère et Harry, un rire court, surpris, sincère, et a dit: il l'a été un peu. C'était suffisant pour ce soir-là. C'était suffisant. Notre mariage n'a pas eu lieu le 9 août. Nous l'avons déplacé d'un commun accord car Christina et moi estimions que la journée que nous avions prévue avait été construite autour d'une version de la situation qui n'existait plus et nous voulions commencer sur quelque chose de propre. Nous nous sommes mariés le samedi 13 septembre 2025 lors d'une petite cérémonie dans un lieu à Grant Park, un quartier d'Atlanta qui se trouve à côté du cimetière d'Oakland, où une partie de l'histoire la plus ancienne de la ville est enterrée, et où, par un après-midi de septembre, la lumière traverse les arbres d'une manière qui ressemble à quelque chose de mérité. 40 personnes. Ma mère au premier rang, James Freeman et sa femme Hélène. Et au troisième rang, Gérald et Anna Imor. Assis avec l'attention prudente de personnes qui comprenaient, peut-être pour la première fois, le poids de ce qu'elles regardaient. Christina a descendu l'allée et a cherché mes yeux avant de chercher quoi que ce soit d'autre dans cette pièce. Et j'ai pensé à tout. La demande en mariage sur Auburn Avenue, le trajet vers Marietta. Le message vocal à 11h du soir, le dîner à Buckhead. Le perron arrière de ma mère et son thé sucré. Et son talent particulier pour dire la chose que je n'étais pas prêt à entendre. J'ai pensé à ce que signifie connaître quelqu'un et à la différence entre la personne dont on tombe amoureux et la personne que l'on choisit d'épouser. Et au fait que ces deux choses ne sont pas toujours la même personne et que parfois, si vous êtes tous les deux prêts à faire le travail, elles deviennent la même personne. J'ai épousé Christina Imor le 13 septembre 2025 et je pensais chaque mot de mes vœux. Nous sommes en juin de 2026 alors que je vous raconte cela et je veux terminer par quelque chose qui m'habite.
Il existe une version de cette histoire où je découvre ce que j'ai découvert à Marietta et je mets fin aux choses. Je pense que cette version m'était accessible. Je pense que cela aurait été un choix défendable et je n'aurais blâmé personne de l'avoir fait. Il y a des choses qui ne peuvent pas être reconstruites et seules les personnes à l'intérieur de la situation peuvent savoir si celle-ci en fait partie. Ce que je peux vous dire, c'est ce que j'ai réellement choisi et pourquoi. J'ai choisi cela parce que l'échec des parents de Christina n'était pas son échec. Même si elle avait laissé leur échec devenir son silence et que son silence était devenu un mur entre nous. J'ai choisi cela parce que le mur est tombé. Non pas parce que je l'ai poussé, mais parce qu'elle a choisi de le démonter elle-même. En commençant par cet appel téléphonique le soir où je suis allé chez ma mère. J'ai choisi cela parce qu'une personne qui appelle ses parents à 11 heures du soir et leur dit clairement que leurs opinions sur l'homme qu'elle aime ne sont pas acceptables et qu'elle ne fera plus de compromis à ce sujet, c'est une personne qui sait ce que signifie choisir quelqu'un. Et j'ai choisi cela parce que ma mère avait raison, comme elle l'est presque toujours. La honte fait faire aux gens des choses stupides, coûteuses et douloureuses. Cela ne fait pas d'eux des mauvaises personnes. Cela fait d'eux des gens qui ont besoin de quelqu'un prêt à rester dans la pièce assez longtemps. Pour découvrir ce qui se cache dessous. Je suis avocat. Je crois aux preuves. Les preuves en septembre de 2025 étaient que Christina Highmore était exactement la personne que j'avais toujours cru qu'elle était sous la peur. Et cela me suffisait. Si vous vivez quelque chose dans votre propre vie que vous avez peur d'amener dans la pièce, une vérité que vous avez gérée au lieu de la partager, je veux que vous entendiez ceci. Les personnes qui méritent d'être votre partenaire dans cette vie méritent d'être dans la pièce avec vous jusqu'au bout, et non d'être protégées des parties difficiles. C'est la seule fondation qui vaille la peine d'être construite. Je vous le promets. Laissez un commentaire ci-dessous. J'aimerais savoir ce que cette histoire a suscité en vous. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Vous savez comment cela fonctionne. Les personnes dans ces histoires ont eu des chances de faire ce qui était juste. Certaines l'ont fait. D'autres ont failli ne pas le faire. Quoi qu'il en soit, il y a toujours une suite à l'histoire. Merci de faire partie de celle-ci.